ensuite, en parlant des accords de Paris, et j'avoue que ça n'a rien à voir, je voulais avoir ton avis sur la façon dont tu vois que la presse mainstream européenne relaye tout ce qui est lié à Trump et à Musk dont adoré, idolâtré il y a 12 ans, le génie qui va sur Mars. Et maintenant, c'est quasiment l'homme à abattre. Ouais. Ben, on a un Thierry Breton quand même qui a flingué Athos et qui vient nous faire la leçon sur Elon Musk qui envoie des satellites sur la Lune ou du moins dans l'espace avec SpaceX. Enfin, c'est quand même assez savoureux d'avoir quand même ce genre de truc. Et puis en France, c'est certains journalistes, c'est Hitler, c'est des nazis, il est fou. Enfin, on a un champ sémantique qu'on connaît en fait, qui est violent parce qu'à un moment donné, ils sentent que le vent du boulet se rapproche, mais ils sont très violents, très très violents parce qu'en fait, ils perdent leur précarité. Ils perdent le monopole de l'information. C'est ça qu'il faut se rendre compte. Ces gens sont en train de perdre le monopole de l'information, donc ils deviennent de plus en plus agressifs, mais c'est pour ça que les gens se détournent, notamment des médias, et qui viennent chez BAM, qui viennent chez Putsch, qui viennent chez d'autres médias, et les gens, ils s'en on a des audiences aujourd'hui qu'on n'aurait jamais eu il y a 10 ans en arrière. Jamais. Parce que les gens, ils ont coupé les télés, et ils se renseignent sur d'autres médias informatifs. Et la propagande est telle, et qu'à un moment donné, on ne peut pas ne pas s'en rendre compte. C'est pas possible. Il y a énormément de choses qui sont absolument effrayantes. Donc je continue à penser qu'à un moment donné, le traitement qui est fait de Donald Trump et d'Elon Musk et de J.D. Vance ou de notre ami Kennedy, ministère de la Santé, il est absolument terrifiant. C'est terrifiant parce qu'en fait, ces gens qui continuent à penser, et de plus en plus, qu'ils veulent censurer pour protéger la démocratie. C'est ce que leur dit J.D. Vance, notamment au sommet de la sécurité à Munich. Il leur dit « Vous censurez pour protéger la démocratie. En fait, vous êtes toujours en train de vous planquer derrière les valeurs démocratiques et de liberté d'expression, mais en fait, au lieu d'en parler, appliquez-les. Et il a cette comparaison absolument, mais redoutable, meurtrière, en disant « Il compare l'Union européenne aujourd'hui à la chute du mur. » À la fin de l'Union soviétique, en disant c'est parce que l'Union soviétique n'a pas voulu respecter la bénédiction de la liberté de penser notamment qu'elle a sombré, pas que pour ça, mais et vous, donc il leur dit en creux qu'ils sont en train de sombrer parce qu'ils sont en train de pousser la censure au dernier truc et qu'ils vont sombrer comme l'Union soviétique après la chute du mur. C'est terrible ce que dit Vance, parce qu'il faut bien écouter le discours. Il est extrêmement intéressant, on a l'impression que le mec vient comme ça, et machin, mais il est très structuré dans ce qu'il dit. Il est très structuré. Alors je comprends que c'est fait beaucoup de journalistes et se soient étranglés en écoutant Vance, mais je le disais en préambule de l'interview, ce discours-là, j'aurais jamais dû être donné par un vice-président américain. Mais il y a surtout qu'il y a un déni qui a été relevé, quoi. Bien sûr. Tout le monde connaissait la situation. Bien sûr. Et là, il l'a dit devant le monde entier. Bien sûr. Et en fait, il le dit encore plus loin, il dit est-ce que les États-Unis et l'Union européenne peuvent jouer dans la même équipe? Il dit « the same teams ». Et en fait, il dit non, parce que nous avons des valeurs de démocratie, nous avons des valeurs de liberté d'expression, et nous, aujourd'hui, vous nous rendons compte que vous ne partagez plus les mêmes valeurs que nous. Et c'est terrible ce qu'il dit, J.D. Vance. Il faut bien écouter ce discours, parce qu'à un moment donné, il dit tout. Et il met en cause, et je finirai par là, il dit la principale menace, ce n'est pas la Chine ni la Russie, la principale menace, c'est le recul de la liberté d'expression en Europe. C'est terrible de dire ça. Voilà. Et il parle des élections, il parle de Thierry Breton, quand Thierry Breton avoue sur LCI qu'à un moment donné, il avoue être intervenu, que la Commission européenne est intervenue dans les élections en Roumanie, il faut quand même s'en rendre compte, il le dit, il parle de l'Allemagne, et en fait, il dit clairement, à un moment donné, cet ancien commissaire européen avoue que l'Union européenne, la Commission européenne, est intervenue, avec probablement les fondations Soros, est intervenue dans les élections en Roumanie parce que le candidat pro-européiste, fédéraliste et machin, a été battu, parce que le mouvement populaire qui arrivait et qui a mis Calin Georgescu au premier tour, l'avait porté en disant que c'était, bien sûr, c'était les Russes, que c'était machin. C'est toujours les Russes. C'est toujours les Russes. Alors il faut rassurer ces gens-là. Pour le Nord Stream, ils n'ont pas réussi à ce que ce soit les Russes. Oui, maintenant, on est quand même parti sur les Ukrainiens, officiellement reconnus par l'Allemagne. Et ce qui est fou, c'est que tu as, je lisais, j'avais repris des articles de presse qui datent d'une dizaine d'années, même dans la presse mainstream, tout le monde s'accordait à dire que l'Ukraine était le pays le plus corrompu d'Europe.
On le savait, enfin, tout le monde le disait. Et aujourd'hui, c'est une espèce de grande démocratie avec Kozozo Zelensky, qui est un héros, selon Benjamin Haddad. Il est secrétaire d'État, on ne sait plus trop quoi, Benjamin Haddad. Bon, en même temps, on avait Stéphane Séjourné en France. Stéphane Séjourné, c'était le ministre des Affaires qui lui sont très étrangères. Ouais. Non, mais c'était compliqué avec lui. C'était compliqué. Non, mais vraiment, c'était compliqué. Je ne sais pas s'il savait passer l'Ukraine sur une carte, mais bon, peu importe. Zelensky, de temps en temps, on a quand même Ouais. eu dans la presse, on a eu droit à toute la corruption. Il a dû virer quelques-uns de ses militaires. Donc ça, disons que c'est quand même reconnu. Non, mais il y a des affaires de corruption qui ont été, qui sont avérées dans le truc de Zelensky, des détournements, notamment de subventions européennes, et notamment, aujourd'hui on le voit en France, et on n'est pas beaucoup à le dire, et du moins les spécialistes, certains le disent, notamment comme Javier Hofer et d'autres, disent que les armes qui sont utilisées dans les banlieues françaises sont des armes en retour d'Ukraine. Je peux te dire un truc, le Pentagone lui-même a confessé qu'il y a 10% du matériel qu'ils avaient envoyé, ils savaient pas trop, ils avouaient dans la comptabilité, il y avait un trou. Ils ne savaient pas où ils avaient atterri, ils sont partis sur le marché noir avec des généraux corrompus qui ont revendu matériel à des espèces de factions des pays de l'Est ou du Balkan et qui sont repassés par nos banlieues. Par nos banlieues, qui s'arment. Alors, on est dans une folie, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ces gens-là sont en train de sombrer, il y a tellement de voies d'eau qu'ils essaient manifestement de les boucher, mais c'est plus possible. Donc ils sont en train de perdre pied. On voit bien que la presse, notamment, je parlais de la presse, il y avait une étude qui est sortie il y a 2 ou 3 jours en France en disant que les Français à plus de 73% ne croyaient plus à la presse, notamment à la crédibilité de la presse, et une étude de Transparency International qui est sortie il y a une dizaine de jours sur la France, qui parlait d'une corruption hors de contrôle au sommet de l'État français. Une corruption hors de contrôle. Il faut savoir que 26 ministres d'Emmanuel Macron sont sous affaire, ont connu des affaires judiciaires. On a aujourd'hui Richard Ferrand qui a été nommé au Conseil constitutionnel, qui à un moment donné est l'aide de camp d'Emmanuel Macron, qui a été nommé avec la complicité active du Rassemblement National, avec, vous savez, c'est Jordan Bardella, c'est Jordi Haribo Bardella, et Marine Le Pen, qui, à mon sens, a quand même le niveau d'une tenancière de Baracha pour Dunkerque, et qui gère à un moment donné leur prétendue opposition, et ils vont pousser au pinacle notre ami Richard Ferrand pour 9 ans, qui va prendre un énorme salaire alors qu'il a été déjà président de l'Assemblée nationale, et qui avait d'ailleurs... C'est à une voix près, je pense. Oui, une voix près, d'ailleurs le RN lui a fait la courte échelle, simplement parce que Marine Le Pen sait il y a un 31 mars, il va y avoir une décision de justice sur un délibéré pour une possibilité d'inéligibilité, et qu'elle dit avec Ferrand, dans le cas où un député du RN poserait une OQPC, de manière à poser la question à Richard Ferrand, en disant, bon, est-ce que l'inéligibilité et l'exécution provisoire, c'est constitutionnel? Ben, tu imagines bien que si à un moment donné, tu as tendu la perche à Richard, ben Richard, il peut te la retendre aussi, ce qui n'est pas sûr d'ailleurs. Marine Le Pen, je pense qu'elle prend un risque. Et donc ces gens-là, dans cette petite magouille, eh ben, ils nous ont sorti la stratégie du moins pire. Donc ce qui veut dire aujourd'hui que même au niveau de l'opposition et d'une sortie de crise démocratique, en France, nous n'en avons plus. Nous n'en avons plus, et je continue de penser que le RN a fait une erreur historique sur cette volonté de dire oui, mais c'est la stratégie du moins pire, si on n'a pas Richard Ferrand, on aura Dupond-Maserati ou Christian Taubira, donc on va mettre lui parce qu'on sait au moins qui il est, bon, peu importe. Et d'ailleurs, il y a aussi la question du 3e mandat d'Emmanuel Macron, parce que toute la presse mainstream dit que c'est pas vrai, Ferrand a dit non d'une pipe, j'ai jamais dit ça. Voilà. Mais moi, concrètement, j'ai relu l'interview de Richard Ferrand qu'il avait donné en 2023, ce sujet-là, et il a dit qu'il était contre tout ce qui pouvait brider la démocratie, et il laissait entendre assez clairement qu'à un moment donné, le 3e mandat d'Emmanuel Macron, si c'était pas le cas, ça saurait brider la démocratie, la souveraineté populaire. Je suis pas sûr qu'Emmanuel Macron soit très populaire en ce moment, mais bon, on voit bien qu'à un moment donné, avec la Macronie, on peut s'attendre à tout. Donc on est dans une véritable effondrement, et on est en France, du moins, et je pense qu'en Europe aussi, accéléré aussi par la prise de conscience de l'arrivée de Trump, on est dans un état crépusculaire. De la démocratie, littéralement. Il y a surtout la disparition de la liberté d'expression. Bien sûr. Et alors, par exemple, pour toi, le fait, par exemple, que Zuckerberg, petit derviche tourneur, qui a suivi notre ami, le PDG des USA, et qui a tout à fait changé la vie en disant qu'il a arrêté de censurer, qui a pleurniché en disant qu'on l'avait forcé. L'administration Biden avait forcé. À ne pas mettre des avis défavorables sur le vaccin. Il en pleurait presque à la télévision. Est-ce que tu penses, de ce point de vue-là, sur ce réseau,
si ça peut faire une différence ou pas, ce qui serait quand même très intéressant pour les voix dissidentes que nous représentons. Ça peut être une arme. Déjà, Zuckerberg, je pense qu'il a tellement tourné sa veste qu'elle doit être sale des deux côtés, manifestement. Non, mais elle doit être très très sale des deux côtés. Manifestement, là, je pense qu'il faut passer au pressing, il faut la laisser 3 mois au pressing, sa veste. Et je continue de penser, effectivement, ça c'est intéressant, parce que ça veut dire qu'à un moment donné, avec le retournement de veste de Zuckerberg, l'arrivée d'Elon Musk, et YouTube suivra à un moment donné. YouTube va suivre, hein, Google va suivre, c'est pas possible. À un moment donné, ça va être un mouvement. Et je veux dire par là, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si l'Union européenne s'amusait à censurer X ou à censurer Facebook ou à censurer YouTube, ça veut dire que c'est une attaque directe contre le pouvoir américain. Oui. C'est plus la même là. Non, c'est plus, et c'est plus la même. Et j'en parlais tout à l'heure. Quand ils n'ont pas anticipé la probable arrivée de Donald Trump au pouvoir, ils n'ont pas anticipé qu'à un moment donné, ces réseaux sociaux sur lesquels ils étaient appuyés avec le DSA, Digital Services Act de Thierry Breton-Tonton, Tonton Breton, eh ben, ils n'ont pas pensé, un seul cheveu de leur tête n'a pas pensé qu'à un moment donné, Trump pourrait arriver au pouvoir. Donc ces armes qu'ils avaient mis en place, avec le DSA, le bouclier démocratique, représenté aujourd'hui par Nathalie Cuicui, c'est Nathalie Loiseau, ben, manifestement deviendraient des véritables armes. C'est-à-dire qu'ils se tourneraient les armes contre eux. Et aller attaquer maintenant aujourd'hui Facebook, Twitter et YouTube, s'ils suivaient le mouvement, ce qui à mon avis va être le cas, ça n'a plus aucun sens. Eh ben, ça veut dire qu'à un moment donné, c'est une attaque frontale au gouvernement américain, au pouvoir des États-Unis. Et là, on verra ça, notamment sur Facebook. Imagine, rappelons-nous en France, d'où est parti le mouvement des Gilets jaunes? Il est parti de Facebook. Les gens ont commencé à se lancer des appels à manifester depuis Facebook. Ils se sont trouvés sur Facebook, les gens, le mouvement des Gilets jaunes. La vidéo avec le premier qui a mis les Gilets jaunes. Voilà. Mais Facebook, terriblement les Gilets jaunes, et c'est pour ça qu'ils ont verrouillé Facebook pour éviter, et d'ailleurs très rapidement, quand les gens ont commencé à faire des posts pour dire « retrouvons-nous je sais pas où à telle heure pour manifester », ces gens, le lendemain matin, avaient une petite visite de courtoisie. À 6h du matin, ça tapait à la porte. Voilà, parce qu'à un moment donné, il y avait des gendarmes ou les policiers qui venaient te chercher. D'où le succès de Telegram après. Exactement. Mais c'est pour ça que je reviens à cette idée, c'est qu'à un moment donné, s'il y a une nouvelle libéralisation de Facebook, ça pourrait être un bouton nucléaire pour Trump de déstabiliser un pays. Tout simplement. De déstabiliser un pays avec Facebook, avec la viralité et en libérant les algorithmes. Pour la Chine. Oui, pour la Chine. Pour la Russie. Bien sûr. Tout Donc le monde. il faut arrêter de faire n'importe quoi en fait. Il faut arrêter de faire n'importe quoi parce que crier à la désinformation, crier au scandale, crier à la propagande, ces gens en fait utilisent la censure pour sauver la démocratie. En fait, ils veulent avoir en face d'eux ce que j'appelle des esclaves économiques, des gens qui ne réfléchissent pas et qu'il est bien de gérer, de driver et d'appauvrir un maximum, finalement, d'ensevelir dans la crise économique de manière à ce que ces gens soient trop pauvres et trop fatigués pour se révolter. C'est ça le problème. Et aujourd'hui, ils se retrouvent dans une histoire où ils n'ont pas vu venir parce qu'en fait, ces gens sont... Franchement, on n'a pas les tanches du oxygénées du bassin. Franchement, quand on les voit tous là, je me dis quand même qu'on a quand même un niveau truc. Et en fait, pour être machiavélique et pour fomenter, pour ourdir peut-être une stratégie du chaos, il faut avoir des gens intelligents. Manifestement, on les a pas là. On les a pas. Donc, ils se sont laissés déborder. Déjà, quand tu anticipes pas le fait d'arriver de Donald Trump au pouvoir, ça te met quand même un énorme rocher dans la chaussure. Et là, ils se retrouvent devoir essayer de supprimer partout, et avec maintenant les États-Unis qui font pression sur l'Union européenne et qui veulent d'ailleurs désintégrer l'Union européenne. Et donc, de l'autre côté, tu as la Roumanie, tu as l'Allemagne. Tu dis, les États-Unis veulent désintégrer l'Union européenne. Oui. Tu te bases sur quoi pour dire ça? Je me base sur Donald Trump qui ne veut pas discuter avec l'Union européenne, qui veut discuter qu'avec les États, en tant que tel. Donc c'est-à-dire qu'ils ne reconnaissent pas l'Union européenne comme fédération de nations. Non. Ils reconnaissent les États. Ils se tirent tous dans les pattes. Exactement. Il n'y a aucun ciment, c'est le bac à sable. Mais moi, c'est même pas le bac à sable, c'est-à-dire que chaque nation, à part la France, parce qu'en fait, le couple franco-allemand, c'est un couple sadomaso. Ouais. Il y a la France à 4 pattes avec une combinaison en cuir et une boule avec, dans la bouche, et puis derrière, il y avait Angela Merkel, et maintenant, il n'y a plus Angela Merkel, il n'y a pas Olaf Scholz, il y a Ursula von der Leyen qui a le fouet. Voilà, donc nous on a cette espèce de mythologie du coup franco-allemand qui n'existe que dans les trucs SM. Voilà, dans les clubs SM, il n'y a que là-bas que ça marche en fait. En Allemagne, personne ne parle du coup franco-allemand. Et cette réalité-là, c'est qu'il n'y a pas d'Union européenne. Et l'Allemagne fait bien ce qu'elle veut. L'Allemagne a réactivé ses centrales à charbon sans demander aux autres. Elle a fait rentrer le Mercosur, c'est pareil. Donc il n'y a aucune corrélation. Et puis en plus, l'Allemagne qui est rivale de la France depuis très longtemps, je ne vais pas repasser ici tous les conflits. Depuis toujours. Je veux dire, ils essaient de nous casser les genoux, cacher les chevilles et nous bâillonner. Et non, on a un Macron, on a un Stéphane Séjourné à l'époque, on a un Benjamin Haddad, on a un Jean-Noël Barrot qui continue, on a une Nathalie Loiseau qui continue de dire que le coup franco-allemand, que l'Union européenne sans ça, c'est plus possible et que c'est le fascisme à nos portes et tout. Donc, ça ne tient plus. Ça fait un moment qu'on dit que ça ne tient plus. Ça ne tient plus.
Et Mélanie, tu la mets où dans la carte? Ah ben c'est la mélonite, c'est la mélonite aiguë. C'est-à-dire que je fais des trucs, mais quand j'arrive au pouvoir et je fais une campagne ultra patriote, ultra nationaliste, pour être tout à fait précis, et finalement, les 3 jours qui suivent, je vais taper la bise à Ursula von der Leyen, je fais un mimi à Joe Biden, j'embrasse Zelensky, et j'offre des fleurs à l'ancien Steinmeier de l'OTAN. Donc manifestement, tu te dis que là, on n'est pas loin du tir au pigeon de l'escroquerie, quoi. Voilà, manifestement. Et puis Mélanie, elle a fait la réunion de sécurité, parce que Macron, il a convoqué l'Europe, selon BFM TV. Il y a quelques jours, il a convoqué l'Europe. Oui. Non, il y avait 10 pélos autour d'une table, les petits fours payaient nos impôts, il y en avait Mélanie qui jouait avec Candy Crush, quoi. Ouais. Bon, je veux bien... Tu parles de la conférence de lundi. Oui, à l'Élysée, très amusant, justement, sur l'LCI, ouais. Donc qui est discutable, mais il y a une chose qui m'a quand même fait rire, il y avait Guillaume Roquette, donc qui est le directeur des réactions du Figaro. Avec qui j'ai fait des émissions déjà. Ah voilà, et qui disait... J'aimais bien, il disait, mais qu'est-ce qu'elle foutait là, Ursula von der Leyen? La défense n'est absolument pas dans ses compétences. Ben oui, mais... C'était juste là pour la photo. Mais moi, j'aime beaucoup Guillaume Roquette, hein. J'ai fait des émissions avec lui et j'ai quelqu'un de très bien, mais je veux dire, il aurait fallu que le Figaro, puisqu'il est comme directeur de la rédaction, il aurait fallu que le Figaro quand même se pose la question de l'Union Européenne depuis un certain temps, parce que le Figaro a quand même une tendance à l'européisme BA, à la fin notamment, à la fin de l'État social, à la fin de l'État-providence, pour certains journalistes à la retraite par capitalisation. Enfin, on rappellera quand même le Figaro touche pratiquement plus de 15 millions d'euros de subventions publiques par an. Il a quand même sorti ça sur le plateau d'Elysée. Il a raison, Donc, il a raison de dire ça, parce qu'en fait, Ursula von der Leyen ne représente qu'elle-même. Même sa mère la reconnaît pas dans la rue. Enfin, elle ne représente qu'elle-même. C'est l'impératrice Wish en 2 couleurs. C'est jaune et bleu, quoi. Mais pourtant, elle est très puissante. Elle est très puissante. Et elle n'a rien à faire là, parce qu'elle ne représente personne. Elle n'est ni un État, elle n'est rien. Non. Et donc elle est toujours là. C'est ça qui montre l'impéritie de l'Union Européenne. Et c'est là qu'on voit bien le conflit d'intérêts permanent de gouvernants, notamment Emmanuel Macron, qui n'était que le télégraphiste européiste. Qui a poussé Ursula von der Leyen. Qui a poussé Ursula von der Leyen en mettant Christine Lagarde à la BCE. Oui. Voilà, parce que c'est toujours par comme ça se passe, mais ces gens, en fait, ne veulent pas la réussite de la France. Ces gens veulent dépecer la France au maximum et continuer à la détruire pour respecter un agenda européiste, voire davosien, bien entendu, et tout en trahissant son peuple. Et après, le mec se dit, ben, putain, il n'y a même pas 20% des gens qui peuvent m'emplâtrer. Ben, manifestement, Manu, c'est pas la peine d'être Einstein ou avoir gagné le concours Lépine 3 ans d'affilée pour se rendre compte qu'à un moment donné, avec ce que tu fais, le plébiscite, il est loin quand même. Voilà. Et donc, on est là-dedans, on est dans cette trahison des élites, littérale. Donc, ben, l'émergence de nouveaux médias, l'arrivée de Trump qui commence à secouer un peu les gens qui étaient encore endormis. Qui secoue énormément. Ouais, et c'est un énorme vent de tempête. Énorme. C'est un vent de tempête. C'est un vent de tempête. C'est un vent de tempête, bien entendu. Et quand vous avez... Voilà. Donc, ils vont revenir au livre. Donc, voilà. Alors là, le dernier, la tempête qui vient. Oups. Voilà. Et alors, le précédent, j'adore le titre aussi, Lettres aux autruches et aux tubes digestifs. Ouais. Et d'ailleurs, je pense que la couleur de ton livre, du dernier livre, avait été inspirée par les gilets jaunes. Oui, mais c'est un jaune cocu surtout. Oui, ça aussi. Un jaune cocu. Non, mais j'exagère, je plaisante. Et le contenu du livre, c'est... Ben, le contenu du livre, c'est ça, en fait, c'est la trahison de nos élites. Et en fait, le contenu, c'est qu'à un moment donné, l'affrontement est inévitable. Parce que quand la France, qu'on peut retenir un livre comme ça, c'est on ne gouverne jamais impunément contre son peuple. Et quand nous avons des élites qui sont totalement incultes, qui n'ont aucune notion de l'histoire, aucune notion d'être les passeurs à un moment donné de nos traditions, de notre histoire et de notre intégrité nationale, humaine et populaire, et qui sont là pour trahir et qui sont là pour extorquer aux Français leur patrimoine en faisant payer des impôts de dingue et en inventant toujours de nouvelles taxes, et bien à un moment donné, les gens vont commencer à se rebeller sévère. Voilà. Et ils n'ont rien compris des Gilets jaunes. Si on ne généralisait pas, peut-être y a-t-il quand même, c'est un point de vue aussi, peut-être y a-t-il dans cette élite des gens qui sont moins mauvais que d'autres, ou bien tu les mets vraiment tous dans le même panier? Ah là, manifestement, on a quand même une belle coalition de gens qui s'en foutent. Hein. Manifestement, on a quand même... Je crois que j'ai jamais assisté à une aussi grande et fastueuse course à la gamelle. C'est une véritable course à la gamelle. Voilà. Et on le voit d'ailleurs à les oppositions politiques, qu'elles soient de la LFI, gauche et RN. Aujourd'hui, c'est des gens qui font tout pour rester en place. Parce qu'en fait, ces gens ont remplacé les Français par les marchés, clairement. Et il y a quelque chose qu'ils détestent, comme les marchés, il y a un truc qu'ils détestent par-dessus tout, même les députés, c'est l'incertitude. Parce que par mois, les députés, c'est 7 500 €. Bien sûr. Brut. On me dit c'est brut. Oui, c'est brut. Mais c'est quand même... Et je ne parle pas des avantages.
hein, des déplacements, des chauffeurs, des forfaits alimentation, des forfaits hôtels. Chez nous, c'est la même chose. Hein. Je sais, c'est pour ça. Et au Parlement européen, c'est encore pire. Nous avons beaucoup de gouvernements pour un très petit pays. Ben oui. Et donc ces gens, ça en fait, nous coûte un pont. Ces gens n'ont aucun intérêt, à un moment donné, à mordre la main qui les nourrit, parce que c'est un système, la politique est devenue un système économique dans lequel on joue un théâtre qui est très bien rémunéré, mais il ne faut surtout pas péter la scène. Il ne faut pas que la scène s'effondre. Donc on a tout intérêt, avec les médias, avec ça, à donner l'impression qu'on se tape sur la gueule et qu'il va y avoir un espoir est possible et qu'une opposition arrivera un jour ou l'autre, mais finalement que rien ne bouge, et surtout, si on peut virer son copain du pouvoir et le prendre, tout en faisant à peu près la même chose, c'est très bien. Voilà, donc on est dans une situation catastrophique en France parce que c'est vraiment l'état crépusculaire et c'est aussi la fin de l'Ancien Régime. Et le plus grave dans cette histoire-là, c'est qu'il n'y a plus d'incarnation politique pour arriver à un moment donné à nous donner un avenir serein en disant mais tiens, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, il y aura une nouvelle élection, on pourra voter pour un parti qui rassemble nos idées, qui changera la trajectoire. Aujourd'hui, on n'est plus là-dedans. Et c'est pour ça que c'est grave et que c'est dangereux. Parce que l'affrontement est inévitable et je le dis en permanence, l'affrontement, il n'est pas souhaitable. Il n'est pas souhaitable parce que c'est la probabilité du chaos. C'est la probabilité du n'importe quoi. Mais avec ces gens qui font n'importe quoi et continuent à trahir les Français matin, midi et soir, ça finira mal. Ça finira très mal. D'où le scénario habituel. On distrait les gens en, par exemple, la guerre en Ukraine. Oui. Mais le problème, ça détourne le regard. Mais tu as raison. Mais le problème, c'est que tu effondres l'économie, donc les gens ont plus à bouffer. C'est ça le problème. Et dans ton livre, tu parles beaucoup de la souveraineté. Les Français partent. Effectivement, les Français, et pas que les Français. Hein. On a ça dans tous les pays européens. Et la souveraineté, c'est la capacité de dire oui ou non. La souveraineté, c'est la capacité de faire rentrer quelqu'un chez toi ou de ne pas le faire rentrer. La capacité, à un moment donné, de décider pour son destin et la capacité de prendre des décisions pour l'avenir. Je crois que la petite caste politique, médiatique, économique et la jet-set parisienne ont la souveraineté. C'est-à-dire qu'ils font des soirées privées, ils ont des déplacements privés. À un moment donné, ils savent ce que sont les frontières individuelles et personnelles et les frontières de caste. C'est-à-dire que c'est une véritable ghettoisation. Mais ils ne les veulent pas pour les Français. Ils la veulent pour l'Ukraine, les frontières. Ils veulent les frontières pour l'Ukraine. Ils veulent l'intégrité du territoire ukrainien pour les Ukrainiens. Mais nous, ils nous refusent le droit de rester français ou belges et finalement de remettre nos frontières et de dire à l'Union européenne non, à dire aux Américains non, à dire aux Russes non, parce qu'aux Russes c'est pareil. Moi, je suis ni pro-russe ni pro-américain. Là-dessus, je suis très clair. Je suis français. Voilà. Et j'estime qu'à un moment donné, nos intérêts sont totalement trahis. Voilà. Alors, quel serait ton mot de la fin? Non? Le mot de la fin, c'est tout simplement pareil, c'est qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait suffisamment de Français qui prennent conscience que la souveraineté, c'est le pied de biche qui peut nous désincarcérer de cette espèce d'oligarchie mondialiste qui veut qui nous vaut beaucoup de mal, mais ça demande qu'à un moment donné, beaucoup de Français se rendent compte. Je pense qu'il y a eu pas mal d'événements qui l'ont fait. Les agriculteurs ont été quand même quelque chose qui a permis à un moment donné de comprendre que la souveraineté alimentaire c'était important, les gilets jaunes aussi, et que quand on est en concurrence avec la moitié de la planète économiquement, quand on a 300 000 emplois qui sont menacés d'ici mai en France, je pense qu'il va falloir que ces gens fassent vite, sortent de Netflix, sortent de Ikea, sortent de Darty et commencent à se rendre compte que l'avenir de leurs enfants, leur avenir et l'avenir de leurs enfants passera par la souveraineté, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faudra leur dire non à ces gens, parce que tant qu'on ne dira pas non à ces gens, on ne s'opposera pas à ces gens, ils arrêteront jamais.